Arak et Florian d'avoir répondu présent à notre invitation. Il est venu présenter son nouvel ouvrage, composé de 2 parties, Christophe Mikaelian et le sultan turc, le grand défi, et Christophe Mikaelian et son plan. J'appelle M. Vasilienko à prendre la parole au nom du comité de la Chapelle. Արկելի ներգաներ, ընկերներ և ընկերուհիներ։ Այսօր Հովիտա Հրաչ Փափազյան Գովիդոյության անունով ուրախ ենք ընդունելու իբր քրակետ և նաև ընկեր պարոն Արաք Գրիգորյանը այս մեր գեղեցիկ շենքի մեջ, որում բադերը արդեն նշված են այփուկելով իբր մշակույթի մեծ նշան մեզի համար։ Մեր մեծամասնությունը կճանչնա Արաք Գրիգորյանը, որ ծնած է Լիոնի մեջ, անշուշտ ուրախ ենք։ Հրադարագած է ուրեմն քիրքեր ասկի առաջ Justice de génocide arménien, le procès Terezyan, 1981-ին, ապա Dictionnaire de la cause arménienne Հայ տալի պարարանը, 2002-ին։ Ուրեմն Արաք Գրիգորյանը մաս կազմած է նոր սերունդեն, 1958-ին, մասնակցած է 1965-ին Եվրոպայի հայ աշակերտներու միության գերդումին, 1 տարի ետ միացած է Հովիտայի շարքերուն և հայ տալի հանձնախումբին, որ նաև եղած է նախագահը և մասնակցած է բոլոր աշխատանքներուն, ֆրանսական և եվրոպական խորհրդարաններու մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման։ Այսօր մեզի կծանոթացնե իր վերջի 2 հատորները, որ հատկացված են Քրիստոֆոր Միկայելյանին, որուն ինչպես գիտեք հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնավորներն են։ Քրիստոֆոր Միկայելյանը ծնած է 1859-ին Ագուլիսկի որ գտնվի Նախիջևանի տարածքի մեջ։ Ուսումը ստացած է Թիֆլիս և Մոսկվա, անգեյետ մաս գազմած է Նարոդնիկի ռուս ընկերվարական շարժումին, ապա իր բայկարը գմղ է հայ ասկին պաշտպանության և ազատագրության, ռուսաստանյան և օսմանյան տարածքներու մեջ։ Քրիստոֆոր Միկայելյանը գհիմնե Հովիտան Սիմոն Զավարյանի և Ստեփան Սորյանի հետ 1890-ին։ Ուրեմն Ռումանիա ակսորվան ժամանակին գազմե տրոշակ օրատևտը շատ երկար պանելու մեջ չմտնեմ և գմահանա 1905-ին ուրեմն Բուլգարիո մեջ զոր անիծյալ ռումբը, որ գբադրաստեր Սուլտան Աբդուլ Համիդի թեմ իր վրեժխնդրությունը բայտեցավ իր ձեռքերու մեջ։ Շնորհակալություն, բարի եկեք։ Pour présenter Arach Grigorian, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il est éditeur d'ouvrages techniques et scientifiques dans la mesure et l'environnement. Engagé pour la cause arménienne depuis son adolescence, il entre dans les rangs du Nocéron depuis quelques années. Plus tard, il participe en 1965 à la création de l'Union des étudiants arméniens d'Europe, pour finalement intégrer la FRA Tachnaktoutou. Comme pour parfaire son engagement, il milite au comité de défense de la cause arménienne, le CDCA, et participe activement aux actions liées à l'affaire du paragraphe 30 de l'ONU et au vote de la résolution du 18 juin 1987 du Parlement européen. Il devient président du CDCA de 1993 à 2001. Il y mène 2 batailles importantes, l'une contre les négationnistes Bernard Lewis, l'autre pour la reconnaissance du génocide arménien par le Parlement français. Afin de nous offrir ces 2 mines d'informations sur le personnage central du parti Tachnaktoutou, il a dû effectuer un réel travail de chercheur durant 5 ans. Un travail qu'il a emmené dans plusieurs services d'archives nationales à travers le monde. Une collecte d'informations d'autant plus difficile que cet homme, hors du commun, a traversé 3 continents sans laisser de traces écrites. Il a donc fallu récolter ces éléments afin de reconstituer les 46 ans de la vie de l'un des fondateurs de la FRA. Bien que son nom soit connu de tous, qu'on le célèbre lors des chants patriotiques, Christophe Mikaelian reste pour la plupart de nous un inconnu. Cet examen historique revient sur la vie de cet homme, mais aussi sur ses pensées et ses combats. Cet homme de tradition et de modernité, épris de justice, est né le 18 octobre 1859 à Akoulis, dans le Nakhitchevan. Issu d'une famille au statut social moyen, il devient rapidement orphelin. Il suit une formation d'instituteur et enseigne dans une école paroissiale arménienne.
Il gravit les échelons et part étudier à Moscou, en tant qu'auditeur libre à l'Institut d'agronomie et de sciences sociales Petrovski. Il est passionné de débats politiques, notamment sur l'organisation de la société, la place de l'homme dans l'histoire et sur les libertés. Il fréquente le cercle révolutionnaire russe de la Narodnaya, un mouvement anti-tsariste, inventeur du populisme. Il tire des enseignements des pionniers de la révolution arménienne, comme les célèbres Abovian, Polymian Arik ou Rafi. Il s'inspire aussi bien de Durkheim, de Kant ou de Hegel et gardera en tête leurs idées et principes lors de la création du parti d'Ajdaksutio. Il quitte Moscou pour Tbilissi et crée la 3e organisation de révolution arménienne. Il est présent à chaque étape, depuis sa structuration, de la création d'organes de presse jusqu'à sa militarisation. Pour citer quelques exemples, on peut citer l'opération de la Banque ottomane, l'expédition punitive de Khanasol ou l'opération nommée Potolik. Il oriente plus tard ses efforts vers la propagande en Europe pour la cause arménienne. Il participe à la création du bimensuel Pro-Arménien et fonde le journal Moshav. Il meurt le 1er mars 1905 en Bulgarie, alors que la bombe qu'il manipulait explosa. Il préparait un attentat contre Abdoulam. Terminé. Désormais, M. Arak, voilà, on prend la parole. Et Jules Mario. Nous allons donc parler de Christopher Mikaelian. Homme politique exceptionnel, on l'a dit plusieurs fois déjà, qui a marqué l'histoire et tous ceux qui l'ont approché. Ses professeurs, ses amis, ses condisciples, ses adversaires même, les membres les plus éminents et les plus humbles de son parti, de nombreux intellectuels arméniens et européens, les révolutionnaires les plus aguerris et les personnes les plus nuancées. Il fait assez tôt le serment de fidélité au mouvement révolutionnaire populiste Narodnaya Volia. Puis, sans renoncer à ses convictions internationalistes, il fera le choix de se mettre au service de la cause arménienne. En effet, les exactions, les tueries et les injustices étaient le quotidien arménien de l'Empire ottoman. Par la suite, Christopher deviendra le pivot de la trilogie révolutionnaire Christopher Mikaelian, Simon Zavarian et Rostom Zorian. C'est donc Arak Grigorian, on l'a déjà dit, né à Vienne, Isère, et émigré depuis longtemps à Paris, qui a travaillé près de 6 ans pour écrire cet ouvrage, Christopher Mikaelian et le sultan turc, avec un style de qualité souple et précis à la fois. Ce livre contient non seulement la biographie la plus complète de Christopher, intégrant ses activités politiques, mais aussi une partie significative de sa vie familiale et professionnelle. Il a dû lire pour cela 50 000 pages, dont 40 000 en langue arménienne. Ara, où as-tu pu te procurer tous ces documents? On répond tout de suite? Oui, je vais faire 3 petits textes avec 3 questions, et après la dernière question, le public posera aussi d'autres questions. Moi, je réponds tout de suite? Oui, oui. C'est une méthode tout à fait nouvelle, hein. C'est la 6e fois que je parle devant un public. La première fois que, très originellement, on me demande de répondre tout de suite à une question sans présenter le livre. Mais vous l'avez tellement présenté, tous, y compris moi-même d'ailleurs, avec beaucoup de gentillesse, que je voulais simplement dire, avant de répondre à la question, je suis très content de venir à Dessine, une ville que je connais bien sûr, parce que je suis né, non pas à Vienne, cher cousin, oui, mais à Lyon. Vous me faites à 2 endroits différents, ce qui est déjà un exploit en soi. Mais la ville que j'ai préférée, c'est ni Vienne ni Lyon. Eh bien, c'est la ville de Dessine, où je venais passer mes vacances pratiquement toutes les années de mon enfance. Et où est-ce que j'allais? J'allais rue Branly.
au 16 rue Branly, devenue depuis la rue du 24 avril 1915. Donc je suis très content de venir ici, une ville que je connais bien et très content dans ce CNMA surtout. Bon, cela dit, maintenant à la question qui m'est posée. En fait, ce n'est pas en 2009 que l'idée m'est venue d'écrire ce livre, c'est en 2005, lorsque Christophe Michaelian, donc, 100 ans avant, était mort. Donc on célébrait plutôt le 100e anniversaire de la mort de Christophe Michaelian, donc en 1905. Et c'est mon groupe d'Alfortville, Sarkis Milasian, puisque vous avez rappelé que je suis Tashnaksagan, Engage, donc qui a décidé de commémorer ce 100e anniversaire. Et j'ai commencé à me lancer, mais carrément me lancer, comme un toréador dans le travail de recherche sur cet homme-là. Et je me suis rendu compte que moi, je ne savais pas grand-chose, que mes camarades ne savaient pas grand-chose, qu'on chantait, qu'on célébrait son nom, mais qu'il y avait peu de choses sur Christophe Michaelian. En tout cas, beaucoup de discours, beaucoup de grandes rhétoriques, mais Christophe, on n'arrivait pas donc à savoir qui était cet homme-là, qu'on célébrait aussi religieusement avec beaucoup de vénération. Donc, les années ont passé, et 3 ans plus tard, j'ai décidé, avec un peu d'inconscience, un courage un peu stupide d'ailleurs, parce que j'ai passé 6 années horribles de travail de recherche, et je me suis rendu compte que, eh bien, il fallait vraiment faire un travail de vrai chercheur pour découvrir ce que les gens de son époque, c'est-à-dire des années 1880, 85, 90, jusqu'en 1905, avaient écrit de lui. Alors je me suis aperçu que les premiers biographes, disons, que j'appellerais moi des laudateurs, c'était Avedis Aharonian. Et j'ai trouvé dans ses œuvres complètes de Avedis Aharonian, mais pour arriver là, j'ai dû tout lire à Aharonian, bien sûr. Il y avait donc 100 pages sur Christophe. Ensuite, j'ai lu Michael Varantian dans les 2 volumes, vous savez, de l'histoire du Tachatun. Là, il y avait encore pas mal de choses, et puis quelques autres. Eh bien, je me suis dit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aussi savoir ce que les autres, nos adversaires politiques, enfin les adversaires de Christophe Michaelian, j'entends, ont dit de lui. Les Hunchak, dont l'existence remonte 3 ans avant le Dachak Sutun, en 1887. Ce qu'on appelait à l'époque les Armenagan ont écrit de lui, et quelques autres. Et donc ça a permis de corriger un petit peu, ce que les Dashtaksan écrivaient de leurs camarades. J'ai lu Shilvanzadeh aussi. Alors Shilvanzadeh est un des grands romanciers, pour moi c'est un des grands romanciers de l'époque. C'était un Hunchak, lui aussi, marxisant. Et dans le volume 8 de ses œuvres complètes de Alexandre Shilvanzadeh, d'ailleurs je vous recommande sa lecture, en arménien, mais c'est très intéressant. Il a beaucoup parlé des Tashnaksagan, de son expérience personnelle. D'ailleurs, j'ai reproduit dans un chapitre complet les rapports qu'entretenait Shilvanzadeh avec Christophe Michaelian. Je suis remonté aussi dans des textes de grands intellectuels arméniens méconnus aujourd'hui, qui ont écrit aussi sur Christophe des choses extrêmement intéressantes. Mais ma plus grande découverte n'a pas été là. Ma plus grande découverte, ça a été lorsque une décision du parti Dashnak, dans les années 1970-72, a été de publier les archives du Dashnak Sutun. Et ces archives, actuellement, existent. Il faut les lire. Ce sont des ouvrages de couleur rouge, Garmir Gorkov. Il y en a 9 de sortie, et les 5 premiers volumes, chacun faisant entre 200, 300 et 400 pages, reproduisent intégralement, et avec beaucoup d'une grande transparence, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs une des vertus premières du Dashak Sutun, beaucoup de transparence et beaucoup d'honnêteté, tout ce qui a été fait pendant les congrès, avant les congrès, après les congrès, et aussi et surtout toute la correspondance entre les différents dirigeants du Dashak Sutun, toute la correspondance que j'avais retrouvée déjà par ailleurs, publiée grâce à Haraj Dastabedian dans la correspondance de Christophe
188 lettres qu'on appelle Namagani, que personne n'a certainement lu ici, toute la correspondance de Rostom Zorian, il y a à peu près 500 lettres sur une période qui va jusqu'à 1919, jusqu'à sa mort, toute la correspondance de Zavarian, et avec toutes ces correspondances, non seulement on suit à la trace des camarades dans leur séjour, dans leurs difficultés, dans leur rapport avec les militants de base ou les comités régionaux de l'époque, mais en même temps, on arrive à faire un agenda. On pourrait presque faire une carte des voyages que ces gens-là ont fait, des voyages durs, des voyages éprouvants, des voyages dangereux, donc aussi bien donc, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, que bien entendu en Europe. Et ces documents existent, et je me suis plongé avec plaisir dedans, avec délectation, et je dois dire que, d'une certaine façon, ça m'a un peu réconcilié avec quelques critiques que j'ai pu faire, et que je ferai toujours, s'il le fallait, sur le manque de transparence, parce que là, vraiment, on a tout sur l'histoire du Tachar Soutien. Donc ça a été une des sources principales du travail. Donc j'ai obtenu du Bureau mondial du Parti d'Ashnag également l'ouverture des archives disponibles à Yerevan, mais ce n'était pas suffisant et je suis allé en 2 endroits différents, un à la Bibliothèque nationale d'Arménie, sur Bahramian, là-haut, là, je ne sais plus très bien, vers Cascade, oui, c'est ça. Mais surtout, et là, quand sur la Bibliothèque d'Arménie, c'était en 2010, je crois, 2010, et quand je suis arrivé, le président de la Bibliothèque nationale d'Arménie, c'était un certain Sarkissian, Henrik Sarkissian, Tachnak Sagan d'ailleurs, il était directeur de la bibliothèque, on s'assied, et il m'annonce qu'il venait d'être viré de son poste de président de la Bibliothèque nationale. Mais il dit, comme je ne suis pas encore viré, qu'il me reste encore quelques heures, je vais t'ouvrir toute la documentation disponible à la Bibliothèque nationale d'Arménie. C'était extraordinaire. Et il m'a mis entre les mains donc, de plusieurs femmes, parce qu'il y a des femmes. Il y a 300 employés à la bibliothèque, il y a 400 femmes. C'est incroyable. Elles se sont mises en 4, si j'ose dire, pour m'aider. Et je dois dire que je croyais qu'il y avait des choses, mais il y a plus de documents que je ne le pensais. Mais ma plus grande découverte n'a pas été là. Je suis allé aux archives d'État. Bedagan Archive, qui se trouve à la dernière station de métro, vous savez, vers... c'est... Paregamoutium, non, c'est pas ça? Vers Chin, la station de métro, sur Kohar, là, sur Kochar, pardon. Et là, je suis tombé sur le directeur donc, des archives d'État, dont le père était un ancien d'Ashtag Sagan. Il y a beaucoup de gens dont les pères sont anciens d'Ashtag Sagan. Et il était là, un personnage extraordinaire, Amadoni Virabian, qui me fait asseoir. Il me dit, Nchkouzès, Dras, il est plus jeune que moi, hein. Nchkouzès, Dras. Il faut dire que le personnage est assez impressionnant. Et donc, Nahaerenkides. Parce que pour les Arméniens d'Arménie, les Français ils ne savent pas l'arménien. C'est une grande révélation. Et puis je lui dis, je peux qui d'aime. Donc il a voulu me tester. Il m'a dit, Narkana Rashradile, Varetank Oriwakhemenk. Ça commence comme ça. Il était 1h de l'après-midi. On descend. Donc j'ai dit que j'ai un quart d'heure devant moi, pas plus. Il me dit, Karol, jamais Avelich Dasorobe, Aveliche. On descend donc en bas. Et puis je vois 2 femmes énormes comme ça, et puis derrière une table mais alors pleine de victuailles. On va rester 10 minutes là, on est resté 5 heures. Il dit que mais lui était absolument impeccable. Ah, lui il avait tenu, hein. Il avait tenu, à tel point d'ailleurs, je lui demandais mais comment il fait pour tenir? Parce que la veille, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, mais Abaran Katsink, je lui raconte l'histoire. Il m'a dit, je pas tout une. Ça, c'était Amadoni Virabian. Alors, le contexte, ce que je voulais dire, c'est pas cette anecdote qui est amusante, mais c'est surtout pour dire qu'il s'est créé entre lui et moi, grâce à de mes camarades aussi, Haray Rachian, un climat de confiance, parce qu'il s'est aperçu que je parlais arménien, et ça, c'est très important pour eux.
même si c'est l'Aref Nodahaï, ils s'aperçoivent que... et ça met un autre climat déjà. Et qu'ils savaient que j'avais un peu de culture quand même, que je connaissais pas mal de choses. Ça a totalement libéré. Donc il m'a ouvert toutes les archives qui ont été quasiment tenues secrètes, pour dire surtout qu'il y a un bâtiment, je parle aux chercheurs, hein, comme toi par exemple, bâtiment Bahramian, qui était à l'époque réservé uniquement au Parti communiste arménien. C'est-à-dire, toutes les archives étaient là-bas. Quand l'Arménie a été indépendante en 1991, le président de l'époque, de Khrahorchak Levante Petrosian, a donc décidé de déplacer toutes les archives de tous les partis politiques dans ce bâtiment qui était réservé au PC. Je croyais personnellement que les bolcheviks avaient, en leur temps, supprimé une bonne partie des archives d'Ashnak parce qu'ils étaient bien sûr hostiles au Tachak Soutoun, mais terriblement hostiles. Et je me suis aperçu que, contrairement à ce que je pensais, les bolcheviks, les communistes de l'époque avaient un souci de maintenir la connaissance et les archives. Donc j'ai retrouvé, là-bas, beaucoup de documents, et en particulier 2 documents, dont je parle beaucoup d'ailleurs dans le livre. Un, les mémoires d'un certain Levon Sarkissian, qui a été membre du premier comité central du Tachak Soutoun en 1890, un biochimiste comme toi d'ailleurs, mais plus âgé, et qui est devenu l'un des plus grands de l'époque, jusqu'à ce que, en 1892, il soit écarté de la direction du parti parce que c'était un centralisateur, un autoritariste, contrairement à Zavalian, qui était un décentralisateur et un homme également d'ouverture, et surtout, contrairement à Christapour, qui, lui, laissait beaucoup de liberté à ses camarades, et lui, au contraire, c'était l'inverse. Alors, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc, les von Sarkissian, 150 pages, que j'ai entièrement recopiées à la main, dans une écriture... enfin, ce que j'ai lu était difficile, parce que le papier était jauni, parfois ça tombait un peu en lambeaux. J'ai tout réécrit à Hayeren, tout en Hayeren, et d'ailleurs, j'ai redactylographié à Paris quand je suis arrivé, et j'ai trouvé à la même occasion un dialogue que j'ai d'ailleurs entièrement retranscrit dans le volume 1, dans la biographie, entre Bogdan Kounounian, qui était un marxiste, un jeune marxiste, et Christapour lui-même. 3 pages, qui sont à mon avis le dialogue le plus intéressant que j'ai jamais lu, entre 2 personnages antagonistes, mais qui se respectaient infiniment, entre l'un qui parlait de la plus-value du travail ou du capital, et l'autre de la plus-value du sang. Je vous recommande la lecture de ce passage-là, d'ailleurs, ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. J'ai trouvé donc là l'essentiel des archives. J'ai cherché en France qui avait parlé de Christapour Mikaelian. Alors, il y a 3 personnes qui ont parlé de Christapour en France, mais de travail assez sérieux. La première, c'est Anaïd Derminassian, que tout le monde connaît ici, bien entendu. Le deuxième, c'est Gaiz Minassian, qui a fait une thèse de doctorat. Arrêtez cette lumière, non? C'est pénible. Arrêtez-moi ça. Basta organique. Mais c'est mernim. C'est terriblement... Et pour nous, je t'en raconte pas. Bah vous aussi, hein, j'imagine, non? Ça me rappelle les interrogatoires bolcheviques. On peut vous faire parler. Alors... Ça marche? Et ça marche. On a fait exprès pour voir si vous allez dire quelque chose en arménien, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Le français ne comprend pas le français? On a des camarades d'Arménie et de Syrie qui ne comprennent pas. Quelques mots pour si non, possible. Il m'arrive de parler Hayarel aussi, mais Badahadze, Badahuma. D'accord. Raph? Bon. Alors donc, je vais parler de Gaiz Minassian, que vous connaissez, qui a fait une thèse de doctorat sur le Tachak Soutoun. Et à l'intérieur de cette thèse de doctorat, même si je peux contester un certain nombre de choses qui ont été dites, j'ai trouvé des éléments très intéressants. Le troisième, c'est
Levon Kecheyan, que vous connaissez peut-être pas, et qui a fait un très gros travail sur le Jewelala Antranik, sur également Shahbaz. C'est un Tachna qui me parle. Voilà donc les trois qui ont parlé. Le reste, j'ai trouvé dans le numéro de Geyser, spécial Geyser, pour Beyrouth de Havana Parkiden. C'est donc le journal des jeunes d'Ashtag de Beyrouth qui, en 1985, ont publié un numéro spécial sur Christapor de 200 pages, qui est, à mon avis, l'étude la meilleure qu'on ait jamais faite sur Christapor Mikaelian, et surtout, qui, à mon sens, est le premier à avoir parlé du procès des conjurés de l'opération Yıldız Bomba. Hein, il a parlé de, je ne sais pas qui est-ce qui a parlé de l'attentat contre Abdulhamid. Eh bien, tous les conjurés de cette opération, ils étaient 40, j'ai compté, hein, c'était une quarantaine, ont été traduits en justice, certains par contumace, ça c'est Dergachein, d'autres qui étaient là, ils ont été condamnés à des peines différentes, donc de peines de mort en particulier, et je ne savais pas qu'ils avaient été effectivement passés en justice, la quarantaine, en 1905, en septembre et octobre 1905. Voilà à peu près tous les éléments que j'ai vus. Alors je ne vous parle pas de tous les récits et tous les témoignages écrits par des militants de base, d'Ashnak Sagan, Gamvoch, Hunchagan, Arbenagan, ou bien même les textes de Khriban Hayrik, puisqu'il le connaissait très bien, Hayrik, etc., etc. Et donc j'ai fait dans le volume 2, dans ce volume 2, j'ai donc, pour répondre alors plus globalement à la question, donc il y a 12 pages, à peu près, de bibliographie, 12 pages de bibliographie auxquelles j'ai eu accès, donc les fameuses 50 000 pages, mais qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire il y a des Français, des Anglais, des Russes, des Turcs aussi, donc tout est là. Alors ceux qui s'intéressent à la bibliographie, il y a 12 pages, et sachez qu'en 6 ans, je me suis envoyé les fameux 50 000 pages. Alors une difficulté quand même que j'ai vraiment eu à surmonter, c'est que les Arméniens sont très forts pour... déjà, ils ont 2 Gatorigos, ils ont 2 États, ils ont 2... Alors on avait 2 langues, Arevmedahay et Arevelahaïren, donc déjà il fallait avoir accès à Arevelahaï. Ça tombe bien, j'ai beaucoup lu du Arevelahaï, mais pour bien simplifier les choses, on nous a inventé une deuxième orthographe. D'ailleurs, on m'a posé la question hier soir à Valence. À Paris, on m'a posé la question souvent également, et on me la posera encore dans les semaines à venir, puisque je vais faire encore 25 conférences comme ça, y compris dans des lycées d'ailleurs français. On me demande de faire la traduction en arménien de ce livre. Alors, vor hayeren, aremda hayeren, te arevela hayeren. Ye vor ughakrutyamp, ta sagane, gambol chevigiana. Ça, c'est une vraie question. Alors, mes camarades du Liban, de Syrie ou d'Égypte me disent il faut écrire en Arevmedahay. Mais je me tourne vers le bureau mondial du parti. Hansines Rat Markarian. Il me dit Betkekeres Arevelahaïren. Déjà, il y a un problème. Et je lui dis mais ok, Arevelahaïren, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce qu'en 1890, lorsque le parti d'Ashtag a été créé à Tiflis, en juillet 90, la langue que l'on parlait, c'était le Arevelahaï. Donc, ça me paraissait normal d'utiliser le Arevelahaï, d'autant plus que les textes en arabe sont assez faciles à lire en définitive. Mais il a ajouté ceci. Moi j'ai dit non. Pas un jour. Un gars. Je dis parce qu'en 1890,
Ils parlaient à Revelahaï, nous sommes d'accord, mais ils écrivaient en orthographe classique. Tassagan ou Rakrutiamp. Si on veut être cohérent, il faut écrire comme ça. Adiga Arachin. La deuxième chose que j'ai dite, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais je suis prêt à écouter vos remarques, hein, Kitchedo, quand on discutera. La deuxième raison, c'est que il sera plus facile pour les Rayastansi de lire l'orthographe classique que pour un Français qui sait déjà pas bien l'arménien de lire dans l'orthographe bolchevikienne. Et moi, je dois dire que j'ai mis 2 ans à me faire à l'orthographe qui a été décrétée en mai 1922, tout ça pour changer le régime et faire en sorte que Bhema pour Faze Hayastade, on met même une nouvelle orthographe. Je ne peux pas supporter l'orthographe actuelle. D'abord parce qu'elle ne me paraît pas bonne, elle n'est pas cohérente, elle ne répond pas à l'histoire de la philologie arménienne, donc je trouve que c'est pas bon. Et en plus, dans chaque structure de Sterzvetsav, Hazar Utahu Nisunin, avec l'arménien oriental et l'orthographe classique. Verch. Brzav, comme ils disent. Il a été assez d'accord avec cette idée-là, mais je crois qu'au fond de lui, il va se dire que Hayeren Kirk va bidigartatsvi, Avili Hayastan bidigartatsvi quand Gam Beru, je ne sais pas. Alors vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Voilà à peu près donc tout ce que je peux vous répondre, un peu longuement, sur le travail de recherche d'archives qui m'a demandé beaucoup de temps, parce qu'une fois qu'on a tout ça, il faut remettre dans l'ordre, pour que l'histoire que je raconte, elle soit intéressante, chronologique et, au fond, acceptable. Donc, voilà pour les archives. Ok. Christapor est né, on l'a dit déjà, à Verin Akoulis, où d'ailleurs il y avait beaucoup, tu diras 2 mots sur peut-être les Oks, ce qu'on appelle des Oks. Dans le sud du Nakhichevan, où il reste jusqu'à l'adolescence, il fera par la suite partie du corps enseignant de l'école. Cet instituteur iconoclaste, comme tu le qualifies, proposera l'admission des enfants tatars à l'école Saint-Thomas, fidèle à son refus des discriminations raciales dont il s'était nourri durant des années passées à Tiflis. C'était vraiment une avant-première que, à cette époque, un chrétien arménien demande de faire entrer les enfants tatars qui étaient musulmans dans l'école. Ça prouve une ouverture d'esprit, même qui dépasse aujourd'hui la plupart d'entre nous. Tout ça pour surtout montrer son ouverture d'esprit, bien sûr. Il sera un instituteur, par contre, il sera un instituteur exemplaire. Il plaît, dis-tu, pour sa simplicité et la sagesse de ses propos. Il savait parler aux jeunes de toutes conditions, les plus pauvres, les plus riches, parce qu'il y avait un mélange de haute bourgeoisie arménienne, surtout dans cet endroit du Nakhichevan, et de la pauvreté arménienne aussi. Ara, pourrais-tu expliciter ces caractéristiques, les caractéristiques de Christapor, intellectuelles les plus significatives, parce qu'il y a des choses absolument incroyables, et ses qualités humaines les plus appréciées dont il a fait preuve en allant jusqu'à l'histoire de l'assassinat du tsar Alexandre II, la répression qui s'en est suivie, supprimant d'ailleurs Narodnaya Volia, dont tous les penseurs ont disparu. Et enfin, jusqu'à la fermeture en 1885 des 400 écoles arméniennes du Caucase, qui met à la rue
20 000 élèves et des centaines d'instituteurs. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. D'ailleurs, dans la question, il y a 2 ou 3 sous-questions. Et je ne peux pas ne pas vous parler de Krista Porge en 3 périodes différentes. Alors, je crois l'avoir dit dans l'avant-propos. Il y a 3 périodes. La première période, c'est l'enfance et l'adolescence. Il est né en 1859, on l'a dit tout à l'heure, la même année que Jaurès d'ailleurs. Je parle de ça parce qu'il s'est retrouvé en matière d'internationalisme et de brassage des ethnies sur la même ligne. Ils se sont presque vus. Ils se sont pas, malheureusement, ils n'ont pas pu se voir, mais ils ont failli se voir. Enfin, on y reviendra. Donc, jusqu'à 1885. C'est-à-dire qu'il est né en 59, il a 26 ans. Il était à Koulis, il était à Tiflis, à l'école normale des instituteurs. Donc, il était encore jeune, mais ce n'est pas encore un homme politique. La deuxième période va de 85 jusqu'à quasiment 90. Comment il est passé du mouvement Narodnik, c'est-à-dire le fameux Narodnik, Narodnaya Volia, qui était un mouvement populiste, un peu nihiliste, etc., qui a organisé l'assassinat du tsar, comme tu l'as rappelé. Donc il est passé, lui, d'une forme d'internationalisme vers une vision plus nationale de l'Arménie. Ça a duré 5 ans. C'est la deuxième période de ma maturation politique. La troisième période, c'est de 90, avec la naissance du Tashak Tzoutchoune, jusqu'en 1905, sa mort, qui se confond avec la période de l'activité stricto sensu du Tashak Tzoutchoune. Mais les constantes sur ces 3 périodes, elles sont toujours vraies. C'est un garçon qui est intelligent, c'est un garçon qui est mesuré, qui a le sens de la médiation, qui a le sens du compromis intelligent et qui a une qualité d'exception, celle de pouvoir marier l'eau et le feu, la carpe et le lapin. Ça, c'est quelque chose qui est, et on le verra d'ailleurs, quand il va créer le Tashak Tzoutchoune, comment il a réussi ce miracle de faire parler des gens très différents, y compris les Hunchak, y compris les extrémistes de droite arménienne de la famille Khadissian, y compris les conservateurs Moshagagan d'Arzouni. Il a réussi ce miracle que l'on doit exclusivement à Krista Porge. Alors vous avez compris que j'ai une grande admiration pour Krista Porge. Ça, vous l'avez compris, comme le peintre s'attache à son modèle, le sculpteur à son modèle, le peintre à son modèle, je me suis attaché aussi et j'ai vécu avec lui, et donc j'ai pu comprendre quel est le caractère de cet homme. Et un de ceux qui ont écrit une critique de mon ouvrage, enfin une analyse plutôt critique, Varoujan Sarkissian dans Nor Harach, il a sorti quelque chose qui était à mon avis vrai, c'est que si j'ai parlé de Krista Porge, c'est que j'aurais voulu qu'il soit mon père spirituel. Parce que je suis assez d'accord avec l'idée que Krista Porge a marqué son temps justement pour cela. Alors comment c'est arrivé ça? Pourquoi il est comme ça? Caractériellement, c'est sûr. Parce que son père, Megorvitch Mikhaelian, avait les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire c'était un homme de médiation. On le choisissait, lui, pour régler les conflits familiaux dans les familles de la coulisse. Et il venait, il réglait ces petits conflits. Déjà, il avait ça. La deuxième chose, c'est que c'était un homme très tôt orphelin. Il a perdu sa mère, il a 8-9 ans. Il est très jeune en tout cas. Il perd ses 2 frères par l'épidémie de choléra. Il perd son père, il a 10 ans. Il est orphelin à 10 ans. Et malgré cela, alors qu'il est élevé par son oncle et par son cousin qui est plus âgé que lui, ce garçon garde le sens de la mesure. Il reste, c'est-à-dire humble, modeste. En classe, à l'école Soup Thomas, les élèves le choisissaient comme leur délégué naturellement. Pas pour ses dispositions intellectuelles, qui étaient grandes, mais pour cette capacité qu'il avait
à trouver dans chacun de ses élèves, de ses condisciples, le meilleur de lui-même. Ça, c'est une qualité parfois qui se perd. Il a été tout au long comme ça. Et je dis quelque part, il n'a jamais cessé d'être comme ça. L'homme du dialogue, l'homme de la discussion. Alors il a eu des dialogues avec les militants du parti, et en particulier avec ceux de Trochak, dont il était rédacteur en chef en 1898. Il a réuni une équipe autour de lui à Genève, et Christophe a eu vraiment une espèce de 5. La délicatesse de laisser à ses camarades journalistes le soin d'écrire ce qu'il voulait comme il l'entendait. Il ne censurait pas. Donc la censure préalable, qui était une habitude, aussi bien dans l'Empire russe que dans l'Empire ottoman, que dans tous les empires, c'était pas son truc. Pourquoi? Parce qu'il disait que chacun qui a quelque chose en lui, il va le sortir. Et après, on discutera. Pas avant. Ça, c'était une qualité, à mon avis, première, et qui, moi, me touche beaucoup, parce que quand j'étais à la rédaction de Hayastan, je faisais un peu comme ça aussi, sans le savoir, mais c'était la bonne méthode, à mon avis. Et quand le parti d'Ashnag a été donc en cours de création, vers qui les Arméniens de Tiflis se sont tournés, naturellement, vers Christophe Mikhaëlian. Pas vers Rostom, qui d'ailleurs n'est pas le fondateur de Tachak Soutioun, Rostom. Tout à l'heure, ça a été dit, je rectifie. En 90, Rostom n'a pas participé aux négociations de création de Tachak Soutioun, c'est-à-dire Kekitlal. Zafarian, oui, mais pas Rostom. Il était d'ailleurs exilé dans le Nakhichevan, dans son village de Dzkhna, qui est à 2 km 550 d'Akoulis. C'était un Zok, exactement comme Christophe. Mais il n'était pas là. Il est arrivé après et on a dit qu'il était fondateur, mais en réalité, en 1892, au congrès de Tiflis, il a rédigé les premiers statuts du Tachak Soutioun. C'est en cela qu'il intervient. Mais comme fondateur, non. Alors qui a fondé le Tachak Soutioun? C'est Christophe Mikhaëlian. C'est lui. Et c'est le seul. Sans lui, on n'aurait pas réussi. Parce qu'il avait contre lui Azdrouni, le directeur de Meshag, conservateur, bourgeois libéral, pro-russe, qui ne voyait que ça. Qui est-ce qui a pu mettre côte à côte Radician, les frères Radician, pas Alexandre Radician, il a une Mézières-Père, Constantin Radician, qui était lui un extrémiste de droite et qui lisait tous les textes de Rochefort, de Boulanger, des années 1880, 85, 90. Ah, c'était ça son truc. Bon. Et je peux vous en raconter beaucoup comme ça. Et on se dit, mais qui est-ce qui va réussir dans cette tour de Babel arménienne à mettre côte à côte des gens pour qu'ils puissent discuter? Kenat Tsegav, et quand je dis Kenat Tsegav, c'est vraiment vrai, parce qu'il a eu une histoire personnelle, privée, avec sa future femme, qui a fait qu'il s'est éloigné un peu d'Akoulis, mais ils lui ont dit, Égourge, règle ce problème, on discute, il faut absolument qu'on s'en sorte. Et c'est lui qui a fait ça, parce qu'il avait cette qualité de médiation et de dialogue. Donc c'était un deuxième trait de caractère, ou un troisième trait qui, à mon avis, est essentiel. Avait-il des faiblesses? Est-ce qu'un homme n'a pas de faiblesse? Je connais personne qui n'ait pas de faiblesse. Il avait les siennes, et quand vous découvrirez dans l'ouvrage, du début à la fin, il y a des faiblesses. Mais des faiblesses qui ont fait sa force. Je vous laisse le soin de les découvrir en lisant le bouquin. Sinon, vous n'allez pas l'acheter. Si on dit tout. Je réponds à la question? D'accord. Oui, cette question, vraiment, elle est essentielle. Parce que il a réussi, je le répète, je trouve ça tellement extraordinaire, qu'il a réussi à marier ce qui n'était pas mariable. C'est-à-dire ce qu'on appelle en philosophie, il faut une dialectique pour arriver à marier deux choses opposées, c'est-à-dire l'internationalisme
par exemple, c'est-à-dire, aujourd'hui on dirait l'universalisme, avec la singularité, c'est-à-dire avec la conscience nationale. Et ça, marier ça intelligemment, pas n'importe comment, lorsqu'il y avait des tribuns qui savaient manier la dialectique, qui s'opposaient à lui, malheureusement je ne me rappelle plus de la phrase, mais c'est la fameuse phrase où il met économie et il met le début de la phrase qui était tiré, je dirais, qui était tiré du bolchevisme, et la fin de la phrase qui était et qui se mariait parfaitement avec le nationalisme. Et ça, et il a réussi à embringuer un maximum d'individus qui ont dit « OK » à cette condition. Sinon, jamais, jamais on aurait eu la fédération des révolutionnaires arméniens. Ensuite, ça s'est transformé en fédération révolutionnaire arménien, vous le savez bien sûr. Là, on a parlé surtout du Caucase. Vous remarquerez que on n'a pas parlé, je dirais, de ce qu'ils appelaient le Yergir. Pour eux, le Yergir, c'est l'Arménie turque. D'ailleurs, qui avait 80%, sur le plan géographique, qui représentait 80% du Yergir. Mais les Caucasiens disaient Yergir. Mais nous, on n'est pas du Yergir, ils disaient. Et on ne sait pas comment ça se passe, le Yergir. Et il ne faut pas faire n'importe quoi sans leur demander au Yergir. Alors, au XVIIIe siècle, l'Empire ottoman amorce un déclin. Après avoir été un système despotique théocratique fondé sur la loi religieuse, la charia, menaçant en permanence la survie arménienne. Le sultan Sélim III est à l'origine des premières tentatives de réforme qui seront subtilement bloquées par le sultan Abdul Hamid II durant ses 40 années de règne. En effet, si la guerre russo-turque de 1877 à 1878 permet à la Russie de progresser en Europe orientale au détriment de l'Empire ottoman, vaincu, cela se soldera par le traité de San Stefano, qui nous a été très favorable, mais suivi par le congrès de Berlin, qui en fait bloque toutes les réformes promises. Ça, vous le savez, c'est dans les classiques du Tachatutun. Les exactions continuant, les Arméniens passent des révoltes à la révolution. Les petits groupes d'autodéfense se transforment en partis ou mouvements politiques. Parti Arménagan, on l'a dit, en 1885, Parti Hunchag en 1887 et Fédération des révolutionnaires arméniens en 1990. C'est durant cette fin de siècle et le tout début du siècle suivant que la situation se dégrade pour les Arméniens et que tout s'accélère. Il y a des choses qui se passent à une vitesse grand V, ça donne le tournis, en engendrant les événements les plus difficiles à contrer politiquement et les plus dramatiques pour la population arménienne. Par exemple, les différentes tentatives de rassemblement des différentes tendances arméniennes pour créer une confédération. Et là, par exemple, il y a scission interne du parti Hunchak. Les Nazarbégians, qui était le couple Nazarbégien avec sa femme Maro, qui était une
intransigeante et incroyable, eh bien, il refuse, alors que la deuxième partie des Hunchakians adhère à la fédération. D'ailleurs, si on regarde plus justement, le parti Hunchakian, théoriquement, son représentant a adhéré à la fédération. L'indifférence, le soulèvement du Sassoun. Le Sassoun s'est soulevé, qui a engendré les massacres de 1894 à 96, pour simplifier. L'indifférence des États européens. L'occupation de la banque ottomane. L'expédition de Khanasour. La revue pro-Arménia, l'idée de la revue pro-Arménia, avec une palette d'intellectuels français inimaginable. La médiation avortée entre le sultan et la FRA. Il y avait Dadian qui a essayé de faire, durant plus de 30 mois, une médiation entre la FRA et le sultan. Ça a été un échec. Sous ces dehors très doucereux, Abdulhamid II, et j'ai lu certains historiens français qui écrivent sur Abdulhamid II, c'est exactement l'inverse de ce qu'il était. C'est quand même très dangereux. L'impôt révolutionnaire potorique, la préparation de l'attentat contre le sultan, etc. En l'espace de 5-6 ans, tout arrive. Mais tout arrive, il faut tout régler comme problème. Et ce n'est pas des problèmes simples. Alors, je te pose la question. Comment Christapor, attaqué durant les 3 congrès de la FRA, lui étant au centre de gravité de multiples contradictions et oppositions. Quand il y avait contradictions et oppositions, on venait le voir. Et dans une situation sociopolitique aussi inextricable. Enfin, il y a des massacres d'Arméniens. Il y a plus de 200 000, 250 000 Arméniens qui sont massacrés. Parce que, prenant prétexte de la révolte de Sassoun, du soulèvement de Sassoun. Et dans une situation sociopolitique aussi inextricable, comment Christapor arrive-t-il à prendre des décisions tout en calmant son monde, tu l'as dit, qu'il met au travail et assurant concrètement ses multiples responsabilités. Il avait pris des responsabilités et il les tenait concrètes. Par exemple, il a pris la responsabilité de l'édition de Trochag. Mais il a pris la responsabilité de l'impôt révolutionnaire potorique. Il fallait le faire. Enfin, c'est lui, personnellement, qui s'en occupe. Ce n'est pas lui qui va déléguer, il y va personnellement. C'est lui qui s'occupe et qui commence à mettre sur pied Pro-Arménia. Enfin, il ne connaissait pas le français. Il vient à Paris. Il ne connaît pas le français et il va voir les plus grands intellectuels français. C'est lui qui est le patron du bureau occidental de la FRA. Il y avait 2 bureaux et on l'a élu aussi dans le bureau oriental de la FRA. C'est lui qui s'occupe de la propagande de la FRA en Europe. Mais lui, concrètement, c'est la question, comment il fait. Comment il fait? Mais malgré les attaques. Malgré les attaques, malgré le fait
que la situation est inextricable. Et les attaques, même Zavarian, son meilleur copain, je dirais, Zavarian, c'est au 2e congrès, mais il l'attaque comme jamais il a attaqué quelqu'un. Et d'ailleurs, toujours Zavarian, enfin tu le diras certainement mieux que moi, toujours Zavarian, qui dit « Yildizi Bomba, tu prépares l'attentat, je ne veux pas que ce soit toi, c'est ridicule !» Et Zavarian, il donne des raisons très logiques. Un gars comme ça, lancer la bombe, ça ne tient pas debout. Il dit non, c'est moi qui vais la lancer. Enfin bon, c'est... Bon. Alors je vais l'être moins long que... Parce que finalement, tu as pratiquement décrit le livre, quoi, dans la deuxième partie en tout cas. Mais il l'a très bien fait parce que c'est un lecteur, un vrai lecteur, Jules Mardi, un vrai lecteur qui a vu de l'intérieur et il a fait une découverte, parce que même pas une découverte, c'est que Christapur n'a pas eu... c'est pas un long fleuve tranquille, la vie de Christapur en tant que patron du Dashtag Sutyon. Comme tout le monde, il avait ses adversaires au sein du parti. On connaît ça quand même, non? Il avait ses adversaires. J'ai fait l'inventaire de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Karakin Khajak le prenait pour un absolutiste, un totalitaire et un planqué. Et le mot planqué, Adam Tchesav, il a dit Siror Heraporaganner, donc révolutionnaire amateur. J'ai découvert une lettre à l'intérieur de son Amagani, donc dans la correspondance de Christapur, où après un article de Karakin Khajak dans le journal Murch, ou Charjoum, je ne sais plus très bien, bon, ça me reviendra, il s'en prend directement au planqué de Genève, Siror et rapport à Ganner. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire en plein milieu d'un combat mortel, où les fédaïs sont jetés comme en pâture à la soldatesque turque, il y en a qui sont à l'état-major, des généraux qui envoient à la bataille. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Parce qu'il faut se poser toujours les bonnes questions. J'ai donc essayé de calculer combien de fédaïs sont allés au combat révolutionnaire et combien sont revenus. Il y avait 100 000 à peu près sur la période de 15 années qui sont allés combattre en Russie, mais surtout en Arménie turque, dans les vilayettes de Turquie. On l'a payé cher, puisque tu as rappelé qu'on a perdu 250 000 Arméniens. C'était le premier génocide en réalité. Hein. C'est bien, je suis là le premier, c'est pas le deuxième, le premier. Sur les 100 000 fédaïs, la chance, ou le manque de chance, de revenir chez lui, c'était 1 sur 10. 1 sur 10 fédaïs revenaient au Yedgiz, ou chez lui. Les 9 autres disparaissaient, étaient sacrifiés. À Dirabek. Et j'ai fait à un moment donné une liste, lorsqu'ils font une minute de silence pour tous les camarades qui sont morts, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir, et je n'ai cité que les chefs, à quel point, d'un congrès à l'autre, d'une réunion à l'autre, que Tapéine. On n'était jamais sûr que le fédaï, ou le chef fédaï, le chef de groupe, ou le membre du comité central de Vannes, ou de Cilicie, ou des Balkans, allait pouvoir revenir en réunion, débattre des sujets qui intéressent la cause arménienne, parce que soit ils mouraient avant, soit ils mouraient en cours de route. Donc 9 chances sur 10 de disparaître. La durée de vie d'un fédaï, c'était Yerek Tari. Quand il commençait le combat, la moyenne, c'était Yerek Tari. Certains vivaient plus, comme Nigol Touman, qui n'est mort qu'en 1914. Pas Musnere, Bulgaratsi Bedo, Heraïr Tojork, Kevok Tchaouch, Seroparpus, et je pourrais faire une citation très très longue, ils sont tous morts au combat.
Et puis ceux qui restent, bon, ils sont à Genève ou ailleurs. Et Khajag écrit une lettre au vitriol contre les planqués de Genève. Ce à quoi d'ailleurs Christophe répond encore plus fort. Hein? Mais en même temps, ça lui reste en tête, ça. Et en 1898, au congrès de Tiflis, je raconte d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez lu, tu as lu en tout cas, je raconte comment il est attaqué de toutes parts. Il fume cigarette sur cigarette, à s'en brûler les doigts. À côté de lui, il y a Nantaftian, il y a Simon Zavalian qui n'est pas trop loin. Il le voit, il est blême, parce que les attaques fusent. À commencer par Zavalian. Et pourquoi il l'attaque? Parce que Zavalian avait dit pour l'affaire de Khanassor, ne faites pas Khanassor. Ou alors si vous le faites, il faut vous assurer qu'en Europe, on en parle. Vochbek Dorka, Khanassor et Massine. Et quand ils reviennent au congrès de 98 en disant « Je l'avais dit que ça pose, c'est pas la peine de le faire », d'autant plus que je l'explique dans le bouquin, les Vanetsi n'étaient pas pour l'opération Khanassor. Ça a été imposé. Alors est-ce que c'est une belle opération? Bien sûr c'est une belle opération. Ça a été une opération courageuse, héroïque, tellement héroïque qu'on a même perdu le frère de Rostom Zorian, Garo Aristakes Zorian, il est mort. En plus, j'ai ajouté toute une anecdote sur la vie personnelle de ce Garo Aristakes Zorian, pour lequel une jeune fille arménienne s'était suicidée pour le laisser combattre librement dans les rangs du Dachak-Soutioun. Elle s'est suicidée. Je raconte cette histoire-là, que personne ne connaissait. Donc il y a des tas de problèmes comme ça. Il va répondre à toutes les attaques dont il est l'objet, et notamment les fameuses tractations du sultan Abdulhamid avec le Dachak-Soutioun. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu des négociations entre le Dachak-Soutioun et le sultan Abdulhamid? Tchekider. Eh bien, ça existe dans les documents, il y a 200 pages là-dessus. 200 pages dans le Tivan du Dachak-Soutioun. Et moi, j'ai voulu mettre ça en avant. Non pas pour dire que Dachak-Soutioun discute avec l'ennemi, Voch, pour dire la vérité, mais en même temps pour dire autre chose. C'est que tôt ou tard, on négocie toujours avec son pire ennemi, Ouzek Chouzek. Mais deuxièmement, ce qui est encore plus important, c'est pour répondre à ces détracteurs en disant « mais c'est pas parce qu'on négocie qu'on se couche devant l'ennemi ». Parce que dans les rangs du Dachak-Soutioun, et c'était un des grands reproches que faisaient les militants de base, ils ne comprenaient pas la stratégie. C'est inimaginable. Et pourtant, c'est imaginable. Une guerre se termine toujours par une négociation. La Russie et la Turquie, ils se sont tués mortellement, si j'ose dire, pour un euphémisme, mais ils ont négocié quand même. La France et l'Allemagne, en 1945, ont dû négocier alors qu'il y a des millions de morts derrière eux. Ouais, c'est classique. Et ça montrait aussi, peut-être que, en géopolitique, on pourrait peut-être en parler longuement, c'est qu'il ne faut pas considérer son ennemi comme un homme avec qui on ne pourra jamais se réconcilier. Le principe même de la géopolitique, c'est in fine la négociation. Mais je ne dis pas la soumission. Et Christophe était tout sauf un soumis. Et c'est pourquoi lorsqu'il est attaqué de fond par ses propres camarades qui lui disent « tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça », ils n'ont pas compris la vraie stratégie de Christophe, parce qu'il avait une stratégie à long terme, et c'est ce qu'il a expliqué pendant 4 heures d'horloge, dans un silence extraordinaire, à ses camarades qu'il avait attaqués, bille en tête. Il a expliqué ce qu'il fallait faire, ce qui était, et il l'a fait. Et croyez-moi, cet homme-là aurait pu quitter la table et dire « débrouillez-vous ». Il avait une stratégie en tête. Il est allé jusqu'au bout. On lui a reproché au même moment de proposer une stratégie de l'ouverture vers l'Europe. Injou, pourquoi est-ce qu'il se tourne vers l'Europe? Mais c'est normal, c'est classique. Depuis 1993 jusqu'en 1998, on perd 9 fédailles sur 10. On perd 250 000 personnes. L'Arménie turque, le soulèvement général, tant espéré,
comme une stratégie normale d'ailleurs, il faut espérer que le peuple se soulève, comme s'étaient soulevés les Macédoniens, les Bulgares, les Grecs, les Crétois, etc. Mais ils s'étaient soulevés dans un territoire petit. On peut se soulever facilement. Mais dans un territoire qui est grand comme la Turquie, qui fait 1800 km d'un bout à l'autre, de Istanbul jusqu'à Gaz pratiquement, les Arméniens sont 2 millions, très dispersés, très disséminés. On peut faire des opérations comme Bakotoman, qui est une belle opération. On peut faire Khanasor. Mais in fine, qu'est-ce qui se passe? Le soulèvement général attendu n'arrive pas. Donc, il s'est dit, à mon avis très intelligemment, on poursuit d'un côté la guerre révolutionnaire, ce qu'il a fait, mais dans le même temps, on fait l'ouverture vers l'Europe. Et les camarades lui disent, Banco, c'est là qu'il l'envoie, alors qu'il ne s'attendait pas à ça, à Genève en disant, Kanivortum Arachariatir, c'est classique, hein? Celui qui fait un projet, vas-y, et on l'envoie. Est-ce que sa femme a accepté? Dis 2 mots sur la... C'est là le problème. Et j'ai donc consacré tout un chapitre à la vie privée de Christophe. Parce que on ne fait jamais assez attention à une problématique, c'est que comment est-ce qu'un chef de parti, un révolutionnaire, peut concilier la lutte révolutionnaire, la vie familiale et la vie professionnelle. C'est extrêmement compliqué déjà aujourd'hui, c'est encore plus compliqué à l'époque. D'autant plus compliqué que je veux dire en 2 mots, vous allez le lire, mais je voudrais quand même vous le raconter parce que c'est très intéressant. Il crée le Dachak Sud en 1890, en juillet. Au même moment, il a un énorme problème. Je vous ai dit tout à l'heure, enfin c'est peut-être toi qui l'as rappelé d'ailleurs, c'est vrai, que les Russes Narotnik avaient donc assassiné le tsar Alexandre Ier. Je vous l'ai dit ça, je crois, Alexandre II, le 1er mars 1881. C'est le mouvement Narotnik qui a fait ça. Tu le sais, hein, bien sûr. Et en 1881, il fait partie, lui, du mouvement Narotnik. Il est donc pour ça. Tous les conjurés qui ont organisé cet assassinat, le meurtre, ont été arrêtés, pendus pour la plupart, dont Perovskaya et tant d'autres. Et il y a un couple de conjurés, des comparses probablement, les fameux Lavrousevitch, Mikhail Lavrousevitch et sa femme, qui s'appelle Yevgenia, alors Konstantinova Babushkina, c'est un peu long à dire, fille d'un général russe polonais, qui fait partie du mouvement Narotnik, et son mari, Mikhail Lavrousevitch, qui est un officier de l'armée russe impériale, qui est tombé en révolution comme on tombe dans les ordres. Et donc, ils sont arrêtés et exilés en Sibérie. Hink Dari Gansling. Mesure de clémence, ils reviennent donc vers le centre. Mais au lieu d'aller à Moscou, ils vont à Tiflis. Tiflis, ils réintègrent Tiflis et ils se réinscrivent au mouvement Narotnik, qui est en déclin. Mais ils y vont parce qu'il y a un atavisme. Et ils tombent dans la cellule où Christophe est également l'un des membres, puisqu'il est Narotnik lui-même. On a rappelé qu'il était internationaliste et pour l'ouverture à tout le monde, y compris dans les écoles arméniennes, l'ouverture aux Tatars, etc. Donc c'était vraiment un pur Narotnik. Et ce couple et puis Christophe deviennent très amis. Ils deviennent tellement amis que Yevgenia Babushkina Konstantinova se tombe amoureuse de Christophe. Il faut dire que c'est un bel homme, hein, Diginner. Hein? Et puis... Pas mal, quand même. Hein? C'est une très belle femme. Et elle est d'une troublante beauté, comme dirait Zavarian, et comme dirait surtout Varantian. Donc, je vous passe le détail, mais elle tombe amoureuse. Son mari, doit partir, et à ce moment-là, Christophe dit à son copain Michael, son meilleur copain, je ne peux pas te tromper. Je ne peux pas te trahir, tu es mon meilleur ami. C'est vrai que j'aime un peu quand même. Je l'aime un peu, dis-je. Et il repart à la coulisse pour que l'incendie s'éteigne. C'est en plein milieu des tractations de la création du Dachak Soutioun. Finalement, elle insiste tellement,
Et elle écrit une lettre admirable, je vous recommande la lecture de la lettre, où elle fait une déclaration d'amour pour Christopoulos. Donc finalement, il revient, un, parce qu'il va se marier avec finalement Yevgenia, et deux, parce qu'il y a la création du parti qui est en cause. Seulement, et c'est une des faiblesses, donc je reste cohérent dans mon discours, Yevgenia aime Christopoulos, mais elle n'aime pas la cause arménienne. Ses camarades lui disent attention. D'ailleurs, ils se quitteront en 1903. Donc la vie de Christopoulos a été une vie difficile. Il a été pauvre. Et contrairement à ce qu'on dit, il a été arrêté 2 fois. Et sa femme également, bien sûr, a dû supporter les privations, le manque d'argent, etc. Alors, tas de choses qui sont... Et en plus, Christopoulos avait une autre qualité, ou un défaut, on voudrait qu'on... Ses camarades savaient qu'il était pauvre. Il ramasse de l'argent, 150 roubles, et l'un d'eux vient à Genève, dit Christopoulos a vasi keziamar harusin roubli. En plus, il a un fils, hein, vous avez vu, Roupen. Il a un fils. Keziamare. Il est à Trochak, dans la rédaction de Genève, il prend l'argent, il va vers le registre du journal Trochak, le cahier des comptes, et il prend les 150 roubles et il les met au crédit du compte du journal Trochak. Son copain, qui est un zouk comme lui, Hovannes Saratelian, il lui dit Astarama Kezia Mare. Astarama Avelibet Kunigu Saksutunu Kanteyes. Alors qu'il crève la faim. Ça, pour moi, c'est. D'accord. Mais sa femme, elle ne supporte pas le truc. Du coup, donc, elle a parlé qu'en russe à son fils. Elle l'a mis à l'écart de la vie collective. Elle a tout fait pour que le fils de Christopoulos, son fils, qu'elle adore bien entendu, d'abord elle reporte tout son amour sur Roupen, et l'amour qu'elle reporte diminue dans les mêmes proportions pour sa femme, de sorte que, je le dis clairement, à la fin, donc en 1903, il y a véritablement une scission, une cassure, un drame intérieur au moment de l'opération Potolik de ramasser de l'argent et surtout de l'affaire Yıldız Bomba, c'est-à-dire l'assassinat, le meurtre de Sultan Abdülhamid II. Alors tous ces problèmes-là, Christopoulos les a vécus en 1998, en 1904, donc dans les congrès, où il est attaqué, mais en même temps, il démontre que ça. Et on arrive finalement au plus important. D'abord, je dois dire que pour Potolik, Christopoulos était contre au départ. C'était contraire à ses règles éthiques et morales. Il ne voulait pas qu'on dégrade l'image d'Achaksutyun par des collectes. Pourquoi? Parce qu'il avait l'exemple des Macédoniens et des Bulgares. Quand ils ont fait, les Macédoniens et les Bulgares, des opérations similaires à l'époque, il y a eu des voleurs, il y a eu des gens qui se font passer pour des fédaïs, enfin des haïtoug, et qui ont pris l'argent pour eux, il y en a qui ont détourné l'argent. Bref, il a dit, mais vous voulez qu'on soit comme les Bulgares et comme eux? Non. Ou les Macédoniens? Non. Parce que Achaksutyun, c'est la propreté, c'est la pureté, c'est la... Donc il a longtemps résisté. Et finalement, c'est Rostom qui lui a dit, à la fin, en 1901, on ne peut plus s'en sortir, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'armes, on ne peut plus mener le combat, il faut absolument, et en plus, il voulait faire le journal pro-arménien et remonter Trochak. Et Rostom se bat contre lui et lui dit, et c'est là qu'il se laisse. Mais il dit, ok, mais je prends la tête du commando de collecte de l'argent Potolik de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. C'est ce qu'il a fait, il ne les a pas empêchés les problèmes, vous verrez dans le livre, mais il n'empêche qu'il avait ce souci de l'éthique et de la morale. Quand la décision a été prise de tuer le sultan Abdülhamid, tout le monde était d'accord. C'était même d'ailleurs formidable que pour la première fois, l'unanimité se faisait, parce qu'on considérait qu'Abdülhamid était véritablement l'homme à abattre. Seulement, est-ce que Christopoulos s'est souvenu qu'en 1881, lorsqu'ils ont abattu le tsar, ils ont abattu le tsar, mais ils n'ont pas abattu le tsarisme.
Le tsarisme sous Alexandre III, le fils d'Alexandre II, a été encore pire qu'Alexandre II, le père. C'est en 85, comme Jules l'a rappelé, qu'il y a eu la fermeture des écoles. Imaginez la fermeture des écoles. La Russie impériale a fermé les écoles, a mis dans la rue 20 000 élèves, 1000 professeurs, à tel point, y compris Christophe, qu'il n'y avait plus rien, plus sous. L'Église a été également dépossédée, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'effet contraire. C'est-à-dire qu'en tuant le tsar, on ne tue pas le tsarisme. Est-ce qu'en voulant tuer le sultan Abdulhamid, on tue l'Empire ottoman? C'est une autre question. Ça, si vous voulez, on peut en discuter, mais là où ça a été encore plus dramatique, c'est quand Christophe, qui avait des problèmes personnels, familiaux, d'ordre privé, qu'il était contesté, etc., il dit, non seulement il faut le faire, mais c'est moi qui va prendre la tête du commando, le fameux commando Yıldız Bomba, le commando qui va se mettre en place. Ils sont 5. Et il dit, moi je prends la tête. Et là, il y a un débat absolument, comment dirais-je, pathétique entre, d'un côté, Rostom et Simon Zavarian, qui disent « Dereche, tu dois continuer à diriger, etc. » Lui, il dit le contraire. La raison officielle, c'est qu'il dit « Un chef d'état-major doit également être capable de faire ce que les Fédaïs ont fait, c'est-à-dire d'aller au combat, de mourir s'il le fallait. » Et puis il y a une autre raison, plus diffuse, je vous laisse le soin de découvrir, mais je crois qu'il était en proie à des problèmes tels qu'au fond, en décidant de faire dans ce commando, il allait volontairement à la mort. Et pourquoi il va à la mort? Et là, je raconte comment était Constantinople sous le règne d'Abdulhamid. C'est une citadelle où ceux qui protègent le sultan Abdulhamid, ils sont 6000 soldats, gendarmes, je ne sais pas quoi, etc. 6000 espions de toutes sortes. Malte, il sort de son palais de Dolmabahçe et il fait 100 mètres pour aller faire son prière au Ramadan. Tout son voyage, c'est ça. Et il est entouré, c'est-à-dire que celui qui, comme Christophe et ses amis, c'est-à-dire Mardiros Markarian, Torkom, Aram, Rubina, Oranjanian, après Areshian d'abord, il prend une bombe à la main, il la jette. Il doit être à 15 mètres pour être sûr de toucher la cible. Et là, il est pris immédiatement et il les aiguille sur le votement. C'est un vrai suicide. Est-ce qu'il fallait que Christophe Mikhailian, chef d'état-major, le guide éclairé, le visionnaire, le théoricien, soit également dans cette problématique-là? Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai ma réponse. Je partage plutôt l'avis de Zavarian et de Rostom, d'ailleurs. Bien sûr. Bien, c'est comme ça. Fallait-il faire Khanassor? Moi, je dis oui, il fallait faire Khanassor. Mais les Vanetsi disaient autre chose. Ils disaient non, on ne peut pas faire une opération comme ça d'envergure, ce sera beau. Il est préférable d'envoyer au Yergij, par petits groupes, des groupes d'incursion comme ça, qui transportent les armes, ça se verra beaucoup moins. Deuxièmement, on armera les populations locales de Van, Vaspuragan, Hajjons, etc. Et on apprendra également au peuple à se battre et à faire de l'autodéfense. Alors que là, vous faites un coup magnifique, peut-être. Il y a 250 combattants qui ont fait une belle opération. Ça restera dans les annales du Dachak Soutioun, mais est-ce que ça va rester dans les annales de la presse, de la communication? C'est pas sûr. Donc, ça, c'est des débats. Mais des débats très intéressants. Il faut les accepter, ces débats. C'était une des grandes qualités de l'époque que les débats étaient acceptés. On discutait, on négociait durement, mais on trouvait toujours une solution. Bon. Alors, moi, je crois que inutile d'aller plus loin. Hein. Je pense avoir répondu à peu près. S'il y a peut-être des points de détail que j'ai oubliés, bon, vous me le direz. D'ailleurs, on va dialoguer si vous voulez. Mais je crois que pour finir sur cette troisième et dernière question posée ici, je dirais deux choses. La première, c'est que la création de la Fédération des révolutionnaires arméniens, c'est-à-dire Hayara Poraneri d'Achaksutu, était une nécessité vitale. Deuxième chose, corollaire de ça, les Hunchagan qui avaient signé le pacte d'union ont commis la faute historique de rompre ce pacte d'union 6 mois plus tard, contre l'avis de leur délégué, Khanazat. Ils ont commis la faute historique parce qu'ils ont mis fin
à l'espérance de l'unité révolutionnaire. Les Hunchak. Je le dis, hein. Pourtant, je connais beaucoup de Hunchak, mais je dirais parce que c'est une faute historique. Parce que l'idée de Christopor, c'était, contrairement aux Hunchak, qui disaient il faut faire un État socialiste, marxiste, et en même temps libérer le peuple. OK. Mais lui, il dit, Christopor, et Zavarian disaient autre chose dans les négociations. Ils disaient mais non, c'est une sottise. Chronologiquement, ce qu'il faut d'abord faire, c'est la libération de l'Arménie, des Arméniens de Turquie, du joug de la Turquie. C'est ça l'objectif numéro un. Et après, si l'armée est indépendante ou autonome, le peuple décidera de son régime. C'est tout à fait différent. Et Christopor dit, mais moi, je serai avec vous. D'ailleurs, je crois que c'est Valentin qui disait que Zavarian pensait qu'en réalité, Christopor était un vrai Hunchak. C'était lui le vrai Hunchak. Mais il disait, je suis démocrate, on libère l'Arménie de Turquie, et ensuite le peuple choisira. Et moi, dans ce peuple, je serai aux côtés des socialistes. Mais l'État marxiste n'est pas un impératif, ce n'est pas une priorité. Parce qu'autour d'un mouvement socialiste, vous allez perdre les conservateurs, vous allez perdre de l'argent, vous allez tout perdre. Or, la lutte révolutionnaire n'est ni de gauche ni de droite, c'est ce qu'il disait. Et je trouve que c'est quand même assez logique. Je trouve. Ce qui n'empêche pas que le Parti de la Charte est un parti socialiste, mais un régime démocratiquement accepté par des élections normales, et non pas a priori, comme les Hunchak disaient, c'était ça la condition, ce qu'il a refusé. Beaucoup de Hunchak ont accepté, sauf le couple Nazarbekian. D'ailleurs, ils l'ont payé cher, puisque le couple Nazarbekian, lui aussi, il s'est défait. Ils ont divorcé, à tel point que Mme Nazarbekian, qui était encore plus doctrinaire que son mari, empêchait son mari de jouer du violon, parce que le violon était considéré comme un instrument bourgeois. À la fin, il en a eu marre, et en 1999, il a quitté sa femme et ses deux gosses, il est parti se marier avec sa cousine. Jamais. C'est vrai. Avec son violon. Alors, vous constaterez bien évidemment qu'il y en a un qui part avec son violon et l'autre avec son tachnak. Alors moi, je crois qu'on a à peu près tout balayé. S'il y a des questions qui se posent... En Valence, il y a eu 15 questions Megan Kides. À Paris, c'était encore pire. Mais là, ils ont compris. Le personnage est méconnu. Et j'espère vous avoir donné envie de lire le livre. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, et maintenant les questions. Jean-Jacques. J'ai pas lu ton bouquin, mais on a eu l'occasion. T'as pas eu le temps de le lire en 5 minutes, là? Bah, écoute, non, mais moi, t'avais rencontré à plusieurs reprises. Oui. À l'époque, tu te souviens? Oui, bien sûr. Ah oui, t'étais là, oui, c'est vrai. Bon, là-dedans, il y a pas mal de dialogues qui sont des choses que tu imaginais ou que tu as tirées, ou qui ont existé, ou que tu as tirées des différentes échelons de peut-être, j'en sais rien, tu me diras. Ouais. Et puis une question un peu plus vache. Si Christopol revenait aujourd'hui. Ben oui, Valence, pareil. Vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il penserait de la situation et du parti qu'il a créé, de la situation d'Arménie en général? C'est pas toi qui réponds, c'est ce que tu penses de Christopol répondra. Je ne voudrais pas qu'il y ait des ennuis avec les camarades. Non, d'abord, moi, mes camarades, j'ai pas d'ennui. J'ai comme Christopol, des discussions. Et si mes camarades sont intelligents, ils acceptent naturellement la liberté d'expression. Cela dit, sur la première question, c'est-à-dire la question concernant est-ce que tout ceci est vrai? C'est ça ta question? Oui, enfin, oui. Dans les dialogues. Oui, parce que t'es un peu romancier, ça extrapole un peu. Exactement. Donc, ce n'est pas une fiction biographique. C'est-à-dire que j'ai voulu simplement, dans la façon de présenter les choses, sortir du manuel d'histoire, ne pas faire non plus un manuel de sociologie, mais de faire un document qu'on a envie de lire et de mettre les gens en situation. D'ailleurs, Gaz Minassian, dans son article dans Nouvelle d'Arménie, a dit un truc assez juste, en disant qu'on voit les gens bouger, on voit les gens, etc., parce que, en particulier, j'ai mis des dialogues entiers. Alors, le danger, c'était de dire des choses qui n'existent pas. J'affirme
que tout ce que j'ai écrit est vérifié 100 fois. La seule chose que j'ai changée, c'est d'inventer des postures, de mettre en situation des gens. Quand j'ai dit qu'en réunion, Christophe qui fume, il fumait comme pompier. Il n'arrêtait pas de fumer, le mec de cigarette, ça, je dis qu'il se grillait les doigts, ça n'existe pas, ça. C'est de la fiction romanesque, ça. Mais ça n'enlève rien à la réalité de la situation. Et quand je dis que ses camarades, on le regarde comme ça, est-ce qu'ils l'ont vraiment regardé? J'en sais rien. Mais ça ne met pas en cause le fond du problème. Tout ce que j'ai écrit, je vous affirme que vraiment, tout est vrai. Sauf si les témoignages que j'ai lus, eux-mêmes, sont faux. Ça, je ne suis pas capable, ils sont déjà morts. Et puisqu'on parle de gens morts, Christophe est mort. S'il était vivant, comment aurait-il réagi sur un certain nombre de problèmes? Alors, je vais commencer par un truc plus simple. Il a écrit un article dans Trochak en 1900-1901, dans 6 numéros différents, sur l'union avec les Turcs. Vous savez que les Hamay-Navar nous reprochaient à nous, d'Ashnak, d'avoir pactisé avec les jeunes Turcs à la veille de la Première Guerre mondiale. Hein, d'accord? Et ça a été un des grands reproches que les adversaires du parti d'Ashnak ont fait au parti en disant « vous avez discuté avec les Turcs ». Cette décision de pactiser, de discuter avec les jeunes Turcs, qui avait une opposition à Paris d'ailleurs, il y avait 2 oppositions différentes, il y avait le prince Sabaheddin et Ahmed Riza. 2 factions différentes. Christophe se sentait proche de Sabaheddin et totalement loin de Ahmed Riza, qui était lui l'ancêtre des jeunes Turcs. En 1907, quand le parti... Alors, il est mort en 1905, Christophe. Il s'est bousillé la gueule. Alors, je raconte les circonstances dans lesquelles il meurt, c'est poignant. Mais il est mort. Et 2 ans après, congrès. Et le congrès décide 2 choses. L'adoption du programme socialiste, Govgasian Dakhakidze, et deuxièmement, ils acceptent donc, indépendamment du socialisme, qui était devenu le point central, mais surtout, ils acceptent de discuter avec les Turcs. Est-ce que Christophe, s'il était vivant, aurait accepté de poursuivre un dialogue avec eux? Moi, je réponds que non. Je pense qu'il aurait voté non. D'ailleurs, le débat sur l'union avec les Turcs, dont on a malheureusement beaucoup souffert par la suite, a été adopté à une très courte majorité. Très, très courte majorité, parce que c'était un vrai problème. Moi, je ne fais pas des reproches particuliers pour ceux qui étaient pour l'union avec les Turcs, pour discuter avec eux. Parce que quand on est dans une situation aussi difficile que celle que le parti d'Ashnak a connue dans ces années-là, eh bien, il n'est pas anormal d'essayer de trouver des alliés. C'est tout à fait logique, notamment dans l'opposition turque, qui apparaissait assez sincère. Mais lui, il a écrit un article en 1900-1901, dans lequel, sur 8 ou 9 pages, il dit « on ne peut pas faire confiance aux Turcs, quels qu'ils soient, tant qu'on n'a pas la démonstration qu'on peut faire autrement. Donc il faut peut-être le faire, mais ne pas faire de pacte avec eux. Il faut y aller beaucoup plus prudemment. » Il sortait de la mauvaise expérience du dialogue avec Abdulhamid via l'Abira Harutun Dadia. Donc, lui, il aurait été très circonspect. Voilà pour les Turcs. Pour ce qui concerne le socialisme, je ne doute pas qu'il l'aurait voté. Mais dans les problèmes que connaissent les Arméniens d'aujourd'hui, depuis pas mal de temps, en particulier sur l'indépendance, 91, ça, je ne suis pas capable de répondre à ça. Parce que, c'est pas par prudence ou pour échapper, ça va nous mener très loin. Je suis convaincu, d'ailleurs j'ai passé tout mon temps, et puis mon cousin aussi, tout mon temps pour vous dire, c'était un homme de médiation, un homme de dialogue, un homme d'ouverture, un homme de liberté. Je crois que c'est dans ce contexte-là que je verrai l'action d'un Christophe, et qui aurait été certainement excellente, pour ne pas dire meilleure. Mais si tu veux m'embarquer dans une discussion qui va durer 3 heures, je ne peux pas le faire, ça. Yes, mais s'il le faut, je suis prêt. Parce que, non, un de mes adversaires politiques, qui n'est pas d'Ashnak, il est Haga d'Ashnak Sagan, mais il respecte le travail qu'on fait.
je disais l'autre fois, il me critiquait beaucoup sur l'attitude du parti d'Achag en 39-45. Vous savez, une padaïe en 39-45, les hashtags ont commencé à pactiser, entre guillemets, avec l'Allemagne hitlérienne, etc. Bon, il y a eu tout un débat là-dessus. Moi, j'ai toujours dit la chose suivante, c'est que je peux dire des tas de choses, faire des critiques, mais qu'aurais-je fait à leur place dans le contexte qui était le leur? J'en sais rien. C'est trop facile aujourd'hui de dire ça. Qu'aurais-je fait en son temps? On prend beaucoup de décisions tranquillement, on analyse l'histoire, on fait des verdicts sur l'histoire, sans se demander un seul instant, est-ce que moi, dans le même contexte, qu'aurais-je fait? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ce que je sais peut-être, la seule chose que je sais, c'est que j'ai trouvé que la création du Tashak Sutun était une des plus belles choses qu'on ait jamais faites, à l'époque. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait d'une création. Ulrich Harsoun, n'hésitez pas, hein. Ayov, Tzorik. Je ne voulais pas parler parce que mon père m'a beaucoup parlé. Mais bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser pour moi deux grandes questions qui font vraiment le lien avec la situation des Arméniens aujourd'hui. Vas-y. Vous avez abordé, vous avez évoqué cette division Caucase-Yerdir, les Arméniens au Caucase, les Arméniens du Yerdir. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus dessus et éventuellement faire le lien avec la situation actuelle, pas avec la situation des Arméniens dans le Caucase qui est effective, et les Arméniens au Yerdir qui existent, mais ce sont des Arméniens cachés, islamisés, etc. C'est-à-dire, je ferai le lien avec la situation actuelle, Arméniens du Caucase et Arméniens de diaspora. Mais surtout, j'aimerais que tu dises deux mots de plus, parce que je ne connais pas bien cette... voilà. Alors après, finalement, j'avais noté plusieurs questions et je vois qu'elles se rapportent qu'à une seule question. C'est, tu dis, le parti d'Ashnak Sutun a été créé, et puis tu as dit, tout s'est précipité, tout est allé très vite, c'est-à-dire tout est allé très très mal. D'accord ? Trop vite. Trop vite, très mal, etc. C'est pas du tout une question polémique, mais finalement, la création du... Un petit peu, mais je suis obligée de la poser, parce qu'en analyste, en stratégiste, tu es obligé de poser la question. Finalement, la création du parti d'Ashnak Sutun, à quoi a-t-elle servi? Première question. Deuxième question, mais qui est toujours en relation avec ça, tu as parlé des discussions entre le parti et le sultan. Et puis après, les discussions entre le parti et les jeunes turcs, et toi tu as dit que tu t'y serais éventuellement opposé, effectivement. Mais, et tu l'as bien rappelé, dans une situation de guerre, ou dans une situation de querelle, on va dire, de différends, etc. De conflit. De conflit, voilà. Incroyable que j'ai oublié. Ma question est la suivante. À part discuter quand tu es en situation d'infériorité, que peux-tu faire? Et on le voit bien aujourd'hui, par exemple dans le conflit avec la Russie, entre les Ukrainiens et les Russes, dans plein de conflits actuels. Est-ce que finalement, il n'y avait pas que ça à faire, au contraire? Il n'y avait pas que ça à faire. Et ma question vraiment sur le parti d'Ashnak Sutun, est-ce que depuis le début, ce Christophe Mikaelian et tous ces gens-là, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un petit peu, de porter un regard critique? Est-ce qu'ils ont vraiment adopté la bonne stratégie? Et quand tu dis que les Hunchak voulaient d'abord créer la République socialiste d'Arménie, alors que les Dashnag, eux, voulaient d'abord libérer le peuple arménien du Yergir, de Turquie, et après laisser le choix au peuple de quel système politique ils voulaient. Dans l'absolu, dans une démocratie, toi et moi, on est d'accord. Sauf que, est-ce que les Hunchak, dont je ne connais que très peu l'histoire, mais est-ce que les Hunchak n'avaient pas raison? C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir faire la guerre, mais quand tu n'as pas de poids effectif, d'accord?
est-ce que ça vaut le coup d'y aller et de se faire massacrer? Et puis, j'ai pas lu ton bouquin, mais je vais le lire, c'est sûr, avec intérêt. Et faire comme Christapol Mikaelian, qui je le pense, comme toi, c'est finalement suicider, c'est comme un suicide. Il a participé à une opération dans laquelle... Mais en tout cas, est-ce que la stratégie de Christapol Mikaelian et de Tashlag était la bonne? D'accord. Ça, c'est donc une conférence nouvelle. C'est important. Mais, yes, Badrastem, hein, je ne pars que demain sur Paris. Surtout avec ma nièce qui est une géopoliticienne de très haut niveau et qui pose de très bonnes questions. La première question sur les Arméniens du Caucase et les Arméniens de Turquie. Alors, je vais renvoyer au livre, parce que c'est une des questions majeures. D'autant plus que les Arméniens du Caucase ne connaissaient pas bien les Arméniens de Turquie. Souvent, ils les méprisaient. Souvent, ils avaient une condescendance, ils les prenaient pour des incultes. Et le premier d'entre eux, Christapol, il avait une certaine une vision. Hein. Donc cette question-là a été débattue, d'autant plus débattue dans le congrès, enfin dans le premier congrès, entre guillemets, de 1890, que dans les négociations, il n'y avait pas un seul Arménagan de Van Vaspuragan. Il n'y avait pas d'Arménien de Turquie. Il n'y en avait pas. Mais Gaegav, Harutun Chakarian, qui s'est dit, moi je représente les Arméniens de Turquie. Et il leur a dit quel était son projet. Il s'est fait recevoir, mais pas très bien. Donc il y avait, entre les Arméniens de Russie et les Arméniens de Turquie, au mieux, un manque de relations, et bien souvent un lien de condescendance. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, Christapol était le premier de cela. Pourquoi? Parce que, admettons qu'en Russie, les classes privilégiées, les classes aisées, ou même les classes peut-être moins aisées, avaient le choix, avaient la possibilité d'envoyer leurs enfants dans les grandes écoles. Alors c'est de Tiflis, et Chmiazin d'abord, au collège Kevorkian, ou au collège Nersessian de Tiflis, et dans certains cas, dans la plupart des cas, à Moscou, Saint-Pétersbourg, ou dans les grandes universités allemandes ou françaises. Cette possibilité, donc, c'était des gens cultivés. Sur Akoulis, par exemple, dans chaque maison d'Akoulis, il y avait un piano. Dans chaque maison d'Akoulis, il y avait des bouquins. Ils étaient zok, ils parlaient le zok, le langage zok, mais en même temps, ils parlaient le russe et l'arménien. C'est-à-dire, c'était une classe très... D'ailleurs, il y a un sociologue français, une sociologue française, lyonnaise d'ailleurs, Madame Chantre. Ça vous dit rien, Chantre? Il y a une bibliothèque ici à Lyon, où j'ai mis mon nez dedans. J'ai trouvé donc Madame Chantre, qui a décrit Akoulis, ou elle est passée à Akoulis. Elle décrit comme une ville merveilleuse où les hommes sont beaux. Pour une fois, on dit que les hommes sont beaux. Que la ville est merveilleuse, que c'est vraiment une ville riche, etc. Chose qui a été confirmée à la suite par Bej Broshian, un grand écrivain arménien qui a vécu 1 an là-bas, par Rafi, le grand Rafi, qui est resté là-bas pendant 1 an. Je raconte aussi l'histoire. Bref, Akoulis est une ville de gens cultivés et assez aisés. Donc, il y avait donc en Russie, dans un empire qui était quand même moins répressif que l'empire turc, quand même, pas exagéré. Donc il y avait cette relation. D'autant plus que la frontière entre la Russie et la Turquie était assez peu étanche. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, étanche plutôt, il n'y avait pas beaucoup de relations. D'un village à l'autre, il n'y a pas de relation. Entre Zrna et Akoulis, il y a 2 kilomètres, ils se marient entre Zrnati et Akoulissi, mais pas dans l'Inde, parce que ça ne marche pas. Et c'était vrai aussi. Donc les Arméniens de Turquie ne connaissaient pas les Arméniens de Russie et réciproquement. Une exception seulement, une exception, et ça a commencé comme ça, l'histoire de Christapol. Il y avait donc une bande de jeunes Moshetsi autour de Arapo. Arapo, que vous connaissez, hein, c'est pas... Markar Varjabet, Kavor Bedros, c'est des noms qui me viennent. Ils n'avaient pas de travail, c'était des aventuriers mi-rebelles. Ils ont réussi à quitter Mouche, et au péril de leur vie, ils sont arrivés à Tiflis, et ils tombent dans les mains de Christapol. Donc il a connu les Arméniens de Turquie par ce biais-là. Mais en réalité, ils ne se connaissent pas.
Et ils se connaissent d'autant moins, effectivement, que dans les discussions sur la création du Taşak Sütun, il n'y a pas d'Arméniens de Turquie. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, je considère que c'était une erreur. Parce qu'en Turquie, il y avait quand même le mouvement Armenagan, à Van, et qui avait des représentants. Il y avait également des gens de qualité. À Trébizonde. Ils n'ont pas été conviés. Ils n'ont pas été conviés. Et ils s'en plaignent. Les Allemands s'en plaignent beaucoup. Il y avait Portucalian aussi, déjà, qui était plus ou moins dans le coup. Bon, bref, je veux dire par là que c'était une de là. Et ce problème-là existe encore aujourd'hui. C'est ta question, finalement. J'ai bien compris. Mais je vais à Antony, à la demande de Patrick Devedjian, faire une conférence. Il m'a demandé de faire une conférence sur les relations Arménie-diaspora. Alors j'avais mis comme titre, et ça c'est ma formation qui veut ça, relation Arménie-diaspora, deux équations, une équation à deux inconnus à résoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment évolue l'Arménie, là-bas, comment évolue la diaspora, on n'en sait rien. C'est AX plus BY plus C égale 0. Vraiment, je ne sais pas comment ça. Il me demande de faire un truc là-dessus. Pourquoi, sous-entendu, les Arméniens de Russie ne comprennent pas les Arméniens de Turquie et réciproquement? Ça, je laisse ça à une discussion, mais ça, c'était quelque chose qui, effectivement, est très vrai et qui a été, dans les deux congrès, dans les trois congrès, un des problèmes majeurs. Pas uniquement les problèmes de centralisation ou décentralisation, comment diriger, etc. Ça a été le point dur des négociations, et d'ailleurs, ça a toujours été vrai. Khanasor a opposé les Arméniens du Caucase aux Arméniens du Yergir. Ceux qui étaient pour, c'était Nigol Tuman, Christapor et quelques autres, et ceux qui étaient contre, c'était tous les Vanetsi. Vaskenderoyan, etc. Toute une bande. Garo Zorian, qui était pourtant, mais qui vivait lui à ce moment-là à Van. Donc c'est un problème qui n'est pas nouveau, et qui va certainement continuer si on ne prend pas cette question-là, qui est cruciale, de face, à bras-le-corps. Ça, c'est une vraie question. Maintenant, est-ce que le parti d'Hashtag, au fond, aurait dû être créé? Je ne sais pas si ça a servi à quoi. Ben oui, non, mais ça a servi, bien entendu, mais... Vous avez dit c'est la plus belle chose. Mais je reste là-dessus parce que, vous savez, ça c'est... Bon, ça fait partie du discours, mais c'est normal, ça. Il faut faire un peu de discours de temps en temps. Mais la vérité, c'est quoi? Non, mais Robert, la vérité, c'est quoi? C'est que si le peuple est réprimé comme il l'a été quand même, il n'est pas anormal qu'il se révolte. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on passe de la révolte à la révolution? Il y a tout un chapitre que j'ai donc traité. Qu'est-ce qu'il y avait avant 1885? Il y avait des petits mouvements sporadiques, parcellaires, fragmentaires comme ça. Et Christapol a eu la grande idée, il savait tout ça, il savait qu'il existait un mouvement à Marzevan, un petit mouvement, un mouvement sérieux, à Erzurum, à Hadjen, les Zeytoun par exemple, la première révolte, c'est bien celle de Zeytoun en 1862, puis 1875, donc il y avait des petites révoltes, mais pas de révolution. Et il a dit que pour s'en sortir, il faut que ce soit une révolution, c'est-à-dire l'addition de toutes les révoltes. Et finalement, il a eu cette idée-là qui était bonne. Il y avait un groupe qui s'appelait Sefrach à Van. Sefrach, pourquoi? Parce que quand un type était considéré comme un mouchard, un traître, etc., Turin verra Sefrach Gendergein, le lendemain, le mec qui habitait là-dedans, il n'habitait plus là-bas. C'était ça, Sefrach. Ils se sont fait démanteler, parce qu'ils ont mis le paquet. Pareil à Marzevan, pareil à Erzurum, pareil de partout. Donc il y avait des petits mouvements sporadiques, et il lui a dit il faut faire autrement. En 1985, les Arménagan ont essayé de faire quelque chose entre Van et Vaspuragan, mais ça a été encore local. Les Hunchak ont essayé aussi. Quant aux Hunchak, tu laissais entendre tout à l'heure qu'au fond, c'est peut-être eux qui avaient raison. Hein, c'est ce que tu as dit, hein, il me semblait. Alors, les Hunchak, est-ce que vous connaissez... Parce que finalement, en étudiant l'histoire du Taşak Sütun, j'ai étudié aussi l'histoire du parti Hunchak. C'est très intéressant. D'autant plus que ma mère était sous l'influence Hunchak. D'ailleurs, dans l'avant-propos, je l'ai marqué. Clairement. Elle a été l'élève quand même, comme ma tante d'ailleurs, de Thomas Sasseb, dont la directrice était la femme de Mezen Mourad, leader Hunchak s'il en fut. J'ai donc étudié l'histoire du parti Hunchak. Déjà, en 87, il se trompe en créant un mouvement à Genève,
c'est-à-dire à 2000 ou 3000 km de là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? J'en sais rien. Bon, ils ont fait. Deuxièmement, ils se trompent en imposant a priori un régime, mais troisièmement, surtout, ils dénient la signature de leur propre délégué. Et quatrièmement, en 1896, le parti Hunchak se divise en deux, entre les orthodoxes et les Veragazmial, les réformateurs. Ils se sont entretués. Ensuite, il y a eu encore une deuxième division. C'est-à-dire que les Hunchak sont toujours divisés parce que les uns disaient « Moi, je suis rentré dans le parti Hunchak parce qu'il n'y avait pas autre chose. » Parce qu'il y a marxiste, il y a socialiste. C'est ce que Belge Damadian a dit, c'est ce que Souleyan a dit, c'est ce que d'autres ont dit en disant « Mais non, on s'est trompé. » Arpiar dit la même chose. Alors finalement, pourquoi tout ça? Parce que dans ces années-là, le peuple arménien, où qu'il soit, n'a aucune notion du principe, de l'idéologie sociale, aucune notion. C'est un pays rural, c'est un pays morcelé. Martike, ils ont derrière leur charrue. Urmenaz, ils vont parler de Karl Engels, ou Durkheim, ou Plekhanov, etc. C'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est de dire, je vais te donner une arme, tu vas te défendre si jamais on t'attaque. C'était ça la priorité. C'est aussi bête que ça. Et à mon avis, c'est pourquoi je trouve que l'idée de faire la fédération des révolutionnaires était une bonne idée. Très bonne idée. Parce que de toute façon, la Terre, la planète entière est pleine de gens révolutionnaires qui veulent changer le cours des choses. Et je trouve bien que Christophe... Alors, il y en a qui marchent, qui ne marchent pas. Mais le parti d'Achak a 125 ans d'existence. Il reste à être à la hauteur de sa réputation et de son histoire. En Pochharso Hossein. Urish, ayo. Vous nous avez posé dans le Caucase. On essaye de passer un petit peu dans l'Arménie occidentale. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la France avec le mouvement pro-arménien? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu? Oui, oui. D'ailleurs, Jules Mardiorsan en a parlé de pro-arménien tout à l'heure. C'est un des... Alors, sur pro-arménien, il y a une étude de fait. Une seule étude. C'est celle d'une journaliste que vous connaissez, Agnès Varamian. Vous connaissez Agnès Varamian, qui est la directrice de la rédaction d'Antenne 2, et qui avait fait un mémoire à l'époque sur le CDCA. Parce qu'elle a été membre du CDCA quand j'y étais. D'ailleurs, elle a fait un mémoire sur le CDCA, et puis dans la foulée, elle a fait aussi un mémoire sur le pro-arménien. Donc elle a écrit un papier, un article, qui a été publié d'ailleurs dans la revue de la Shoah, qui a été publié dans beaucoup de choses, et que Claire Mouradian a un peu corrigé. Donc je me suis dit, est-ce que moi j'amène quelque chose de nouveau? Oui. Parce que Agnès Varamian ne parle pas l'arménien, ne connaît pas l'arménien. Elle n'a pas accès à des documents que moi j'ai trouvés. Donc j'ai décidé de compléter. Ce qui a été bon, c'était juste, mais j'ai dû compléter. Donc j'ai traité le sujet de pro-arménia en détail sur une vingtaine de pages. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Peu importe. En tout cas, c'est un des chapitres, à mon sens, c'est d'accord avec moi, assez fourni sur la genèse de pro-arménia. Et notamment avec Pierre Quillard, qui est un helléniste extraordinaire, avec Jaurès, Pressensé, Clémenceau, Anatole France. C'est-à-dire que ce que je l'ai dit tout à l'heure, il ne parlait pas le français, il avait honte, il ne voulait pas, mais laisse-moi, vas-y, toi, Varantian, Gabloris Melikov, qui était parfaitement francophone, il ne voulait pas y aller. Seulement, cet homme-là, avec son regard, il impressionnait tout le monde. Et Quillard, c'est pourquoi j'ai repris dans le volume 1 une des phrases de Pierre Quillard, qu'il a rencontré à plusieurs reprises et qui a accepté la rédaction en chef de Pro-Arménia, avec Jean Longuet comme secrétaire général de rédaction. Quillard se disait toujours, hein, il y a la phrase, à la fin. C'est extraordinaire quand même. En plus, je raconte l'histoire de la rencontre de Pierre Quillard et Christophe dans un petit village de Bourgogne, c'est savoureux. Il disait « Je n'ai jamais rien dit, rien écrit ou fait sans me demander au préalable ce que lui, Christophe Michaelian, aurait pensé, dit et fait dans les mêmes circonstances. » Pierre Quillard. Dans son français, Godrdas Franceredov. C'est extraordinaire, ça. Pourquoi tout ça? Parce que c'est un garçon qui savait écouter et qui parlait aussi un peu avec les yeux, avec le cœur et la raison. Donc, Pro-Arménia figure parmi les chapitres importants de l'ouvrage. Et j'ai essayé de le rendre vivant. Hein. Notamment, il y a une discussion avec Chobanian
à chaque Chobanian, Christapol traitait Chobanian de voyou. Ouais. Les Ramgavad n'ont pas aimé. J'en me vais, c'est grave. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui clôt la soirée? Ça vous a plu, j'espère? Ben, je crois qu'on peut applaudir.